Après avoir quitté cette mystérieuse maison, Seiya et Tang D'un arpentèrent les rues pavées faiblement éclairées de la ville. Tous deux serraient leur cape contre la nuit. Tang D'un regarda son ami, sceptique, lui demandant s'il croyait vraiment aux conseils énigmatiques de la sorcière. Se souvenant de l'attitude de Yin, il remarqua qu'il avait perçu sa maîtrise des arts martiaux comme étant seulement de niveau 10. Seiya admit qu'honnêtement, il n'était pas sûr de devoir continuer à lui faire confiance. Cependant, il expliqua sa situation désespérée, affirmant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il réalisa que son titre de héros militaire, fraîchement acquis, ne lui offrait aucune protection réelle contre la puissante famille Irésis. La frustration explosa alors que Seiya serrait les poings, se plaignant bruyamment que la récente tentative d'assassinat prouvait que personne ne se souciait réellement de sa sécurité. Tang D'un tenta rapidement de le calmer, tandis que des passants se retournaient pour les regarder. Soupirant profondément, Seiya déplora que même la femme qu'il avait prévu d'épouser les trahît sans hésiter. Serrant fermement le parchemin, un regard déterminé traverse son visage lorsqu'il décide qu'il n'a plus d'autre choix que de suivre le destin décrit dans la prophétie. Seiya commence à analyser le premier indice du parchemin, qui lui ordonne de rencontrer la première personne qu'il a connue. Il se demande s'il s'agit de son premier ami ou d'un camarade de jeu d'enfance. Soudain, une illumination le frappe et il annonce avec enthousiasme à Tang D'un qu'il a peut-être trouvé. Se frottant le menton, pensif, Seiya explique son raisonnement. Il conclut que la personne qu'il a connue le plus tôt dans sa vie doit être sa sœur jumelle, puisqu'ils étaient ensemble dans le ventre de leur mère avant tout le monde. Tang D'un est complètement décontenancé par cette révélation. Choqué d'apprendre que Seiya est jumeau, l'excitation de Seiya fait place à l'inquiétude lorsqu'il explique la situation. Sa sœur a été emmenée et élevée par la famille de sa mère alors qu'ils étaient très jeunes. Il admet que la retrouver sera difficile, car il a presque oublié à quoi elle ressemble. Soudain, Seiya et Tang D'un sont surpris par un éclair de lumière intense et un grondement sourd venant du ciel. Ils lèvent les yeux avec stupéfaction lorsqu'un immense vaisseau spatial ultra sophistiqué descend soudainement du ciel nocturne, juste au-dessus de la ville. Pris de panique, Tang D'un se demande comment un vaisseau a pu se téléporter directement à leur position, tandis que Seiya, terrifié, craint que ses assassins ne l'aient déjà retrouvé. Cependant, apercevant un emblème bleu lumineux sur la coque du vaisseau, il le reconnaît, il s'agit d'un vaisseau de classe Axel. Perplexe et en sueur, Seiya explique qu'il s'agit du vaisseau privé le plus luxueux de tout le secteur stellaire de Boluo. Il souligne que même lui, l'aîné de la famille Irésis, n'en a jamais possédé un, ce qui signifie que ses poursuivants ordinaires n'auraient pas les moyens de se l'offrir. Un brillant rayon de lumière jaune jaillit du dessous du vaisseau et les deux hommes observent attentivement une silhouette descendre lentement vers le sol. La silhouette se pose, révélant une femme qui s'avance, perchée sur d'élégants talons. Elle se tient devant eux, dégageant une aura royale et sophistiquée. Ses longs cheveux sont d'un violet foncé, ses yeux d'un bleu perçant, et elle porte une luxueuse robe noire ornée de fourrure blanche et de bijoux en jade vert. En la fixant, Seiya ressent un lien inexplicable et familier avec cette femme mystérieuse. Ses yeux s'écarquillent de stupeur lorsqu'il prononce timidement son nom, lui demandant si elle est pire. La femme sourit chaleureusement et ferme les yeux, agréablement surprise qu'il se souvienne de son nom après tout ce temps. Ouvrant ses magnifiques yeux bleus, Pire s'adresse tendrement à Seiya, l'appelant son frère perdu de vue depuis longtemps. Figé par l'incrédulité, Seiya réalise que la prophétie de la sorcière s'est instantanément réalisée, lui donnant véritablement l'impression que la déesse du destin guide ses pas. Pendant ce temps, à bord du vaisseau transportant Lu Sheng, le navire continue de trembler violemment sous l'effet de la gigantesque bataille cosmique qui fait rage à l'extérieur. Lu Sheng est assis calmement aux côtés du prodige elfe, Onong Turing. Aiji Dao se tient devant eux, rappelant aux deux jeunes guerriers que le commandant stellaire combat actuellement le seigneur de l'oubli pour assurer leur sécurité, et leur intimant de ne pas se reposer sur leur laurier sous sa protection. Aiji Dao déclare qu'il est temps pour un entraînement spécial. Il compte leur démontrer personnellement l'immense fossé entre le niveau 12 et le niveau 13 afin qu'ils soient préparés avant leur arrivée à l'académie. Impatient de relever le défi, Lu Sheng et Onong Turing se lèvent. En chemin, Lu Sheng repense à ses récents exploits. Bien qu'il ait techniquement éliminé 4 entités de niveau 13, il s'agissait pour la plupart de bêtes sans âme et de zombies oniriques. Il constate qu'il n'a jamais affronté un véritable représentant de l'élite humaine de niveau 13, ce qui attise sa curiosité quant à la force réelle de Aiji Dao. Ce dernier conduit les deux génies à travers les couloirs métalliques du vaisseau jusqu'à une lourde porte blindée, signalant l'entrée d'une salle d'entraînement. Il explique que cette salle est la seule partie véritablement précieuse du vaisseau. Renforcée personnellement par le commandant stellaire,
elle est suffisamment résistante pour supporter la pleine puissance des experts de niveau 13. Il ajoute que même si le reste du vaisseau venait à se briser, cette salle resterait intacte. Lu Sheng observe attentivement la pièce, remarquant en silence l'impressionnante solidité de la structure et l'aura persistante du pouvoir du commandant. Entrant sur le tapis d'entraînement, Aiji Dao dégaine son arme tandis qu'une énergie sombre et puissante l'enveloppe. Il fixe l'assemblée du regard et demande qui veut l'affronter en premier. Lu Sheng et Onong Turing restent un instant silencieux, échangeant un bref regard. Onong Turing s'avance rapidement et se porte volontaire pour le premier combat. Lu Sheng sourit nonchalamment et accepte de laisser l'elfe passer devant lui. Onong Turing, nerveux, admet intérieurement sa véritable motivation, il craint que le spectacle monstrueux du combat entre Lu Sheng et l'élite de niveau 13 ne brise sa confiance et ne le démoralise. À bord du luxueux vaisseau Axel, Pyr invite chaleureusement Seiya et Tangdin, qui ont ôté leurs lourds manteaux, à s'installer. Tous trois prennent place autour d'une grande table élégamment dressée dans le salon opulent du vaisseau. Le visage de Seiya se fait grave lorsqu'il interroge sa sœur, lui demandant comment elle a réussi à le retrouver si vite. Sirotant tranquillement son thé chaud, Pyr répond d'un ton désinvolte que le localiser n'a pas été difficile. Seiya comprend en silence que cela est parfaitement logique, étant donné que la famille de leur mère possède en réalité un pouvoir et une influence encore plus grands que sa propre famille Lyrésis. Un peu inquiète, Seiya lui pose alors sa deuxième question, voulant savoir pourquoi elle est venue le chercher après tout ce temps. Avec un sourire chaleureux et affectueux, Pyr déclare que le simple fait qu'il soit son frère biologique suffit amplement. Son expression se fait ensuite plus compréhensive lorsqu'elle ajoute que, d'après ce qu'elle a pu recueillir, sa vie n'a pas été des plus faciles ces derniers temps. Avant que Seiya puisse s'expliquer, Tangdin intervient avec empressement, confirmant ainsi ses soupçons. Le guerrier massif révèle sans détour à Pyr que Seiya va très mal, expliquant comment il vient d'être trahi par la femme qu'il aimait profondément, laquelle a comploté avec son plus grand rival pour le tromper et tenter de l'assassiner. Profondément gêné, Seiya, rouge de honte et paniqué, perd complètement son sang-froid et hurle de façon comique à Tangdin, exigeant de savoir pourquoi il a dû tout déballer dans les moindres détails. Voyant son frère se disputer avec son ami sans détour, Pyr se couvre la bouche et laisse échapper un petit rire amusé. Pyr réconforte chaleureusement Seiya, l'assurant que ses récentes trahisons ne sont rien car il pourra toujours compter sur sa chère sœur. Malgré ces paroles réconfortantes, l'expression de Seiya se fait grave. Il confie à Pyr que, bien qu'il soit sincèrement heureux de retrouver sa seule sœur, il souhaite qu'elle soit totalement honnête avec lui. Seiya exprime son scepticisme, faisant remarquer que, puisqu'ils ont été séparés dès leur enfance, leur lien de sang à lui seul ne justifierait pas un sauvetage d'une telle ampleur. Il l'exhorte à parler franchement et à révéler la véritable raison, pratique, pour laquelle elle l'a cherché à cet instant précis. L'attitude enjouée de Pyr se mue en un regard grave et intense lorsqu'elle demande à son frère s'il souhaite vraiment entendre la vérité, sans phare. Seiya confirme fermement que oui, tandis que Tangdin, assis silencieusement à ses côtés, observe attentivement cet échange familial tendu. Abandonnant son rôle, Pyr explique que la famille de sa mère a récemment intercepté des informations cruciales concernant Seiya. Face à cette situation imminente, elle a été dépêchée d'urgence pour le localiser et l'escorter jusqu'à une destination précise. Seiya, visiblement choqué par cette révélation soudaine, lui demande ce qui se passe exactement. En guise de réponse, Pyr claque simplement des doigts. Instantanément, une immense carte holographique d'une planète se projette sur la table. Pyr révèle que la projection représente la planète Myrdona, la patrie ancestrale de la famille Lyrésis, et annonce que la cérémonie officielle de succession, visant à désigner le nouvel héritier, s'y tiendra dans exactement une semaine. Avec un regard féroce et déterminé, Pyr déclare que sa famille l'a envoyé l'amener à cette cérémonie afin qu'il puisse récupérer par la violence tout ce qui lui appartient légitimement.